bienvenue dans votre édition du dimanche. Avant toute chose, le décès de la doyenne des Hautes-Alpes. Hélène Davin s'est éteinte la semaine passée à l'âge de 110 ans. Nous transmettons nos condoléances à la famille Davin de Gap, Tallard et Lardier. C'était donc a priori la personne la plus âgée dans notre département. Et nous avons désormais besoin de vous pour trouver la nouvelle doyenne ou le nouveau doyen du département. N'hésitez pas à nous faire parvenir les noms et prénoms des centenaires de votre entourage. Et puis l'actualité ce dimanche soir, c'est aussi la série d'incendies qui a touché la ville de Manosque. Ça s'est passé tôt ce matin. 2 camions et 3 voitures ont été brûlés entre 4h et 6h. Est-ce le fait d'un pyromane ou d'un groupe? C'est l'enquête qui le dira. L'incendie a en tout cas été spectaculaire. Les maisons avoisinantes ont été évacuées et les propriétaires relogés. Retour à présent sur le triste décès de Sylvain Loyau. Ce jeune technicien de 35 ans, chargé de mission développement travaux à la mairie d'Hervieux, a été emporté, je vous le rappelle, par une avalanche sur les pentes du Chaberton à la frontière italienne près de Montgenèvre. C'est à la suite de ces blessures qu'il a perdu la vie. Aujourd'hui, la commune est endeuillée. Le maire d'Hervieux a souhaité témoigner. Ils ont fait le sommet du Chaberton. Ils sont descendus dans le fameux couloir nord-est, raide mais bon, sans plus quoi. Ils sont descendus jusqu'au pied du couloir et ils sont arrivés dans les prairies. Et là, ils ont fait des jolis virages dans la neige. Et c'est là que l'avalanche est partie. Et apparemment, il aurait tapé dans des arbres. Il était originaire de Chamonix. Et il avait fait pas mal de courses avec des guides de haute montagne. Et ce côté-là était un spécialiste. Et de toute façon, il était avec sa compagne. Il lui a dit, bon, je passe devant, tu me prends en photo. Il était assez confiant, content. Et il avait un airbag. Et après, sa compagne est descendue, disons, retrouvée. Il y avait l'airbag. Elle a cherché avec l'arba et elle l'a rapidement trouvé. Il était sous 50 cm de neige. Elle lui a parlé, tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Et puis comme elle avait quand même du mal à le dégager plus, elle a appelé les secours italiens. Il est décédé à 17h à l'hôpital à Turin. Ça faisait 3 ans qu'il travaillait à la mairie d'Hervieux. C'était notre technicien pour le développement. Et comme c'était un montagnard et il était très aimé dans la commune et surtout qu'il était très sympa, prêt à toujours aider les gens. Certainement, c'est un choc pour tous. Oui. On va faire un quart pour aller à Chamonix le jour des obsèques. Et puis retour sur l'accident de la Joue du Loup qui a coûté la vie à un jeune garçon de 7 ans. Il avait percuté un autre adolescent en ski. Et au cœur des interrogations maintenant, eh bien, le radar pédagogique qui se trouvait sur la piste où a eu lieu l'accident. Écoutez Claude Bertrand, un habitué de la station et de cette fameuse piste de ski. J'ai accompagné mes 2 petites filles, deux petites filles qui ont l'âge de 12 ans et qui étaient débutantes en surf. Et donc nous avons skié sur cette piste de la Joue du Loup et en passant à proximité de ce radar, mes petites filles, comme elles sont débutantes, il arrive et en surf, elles s'arrêtaient et j'ai eu très peur parce que j'ai observé que des skieurs jeunes et des fois moins jeunes prenaient beaucoup de vitesse pour contrôler, pour se regarder le résultat qu'ils obtenaient au radar. Donc le radar, au lieu d'être une incitation à diminuer sa vitesse, c'était plutôt un instrument de concours, quoi. Et donc avec des risques pour ceux qui se trouvaient sur la trajectoire de ces skieurs qui allaient très vite. S'il a été enlevé, ça fait un élément de moins pour inciter les jeunes surtout à essayer de battre des records, quoi. Puis à noter que le radar ludique a été dorénavant enlevé de cette piste. Et il n'y avait pas que le ski ce week-end, il y avait aussi la pêche avec l'ouverture officielle, c'était hier. Les beaux jours reviennent et les conditions sont optimales pour donc les quelques 10 000 pêcheurs sud-alpins qui sillonnent les rivières de la région, comme Léo Svoboda, jeune pêcheur de la team Fisherman Hautes-Alpes. Pour l'ouverture avec ses amis, il s'était levé aux aurores. Le froid disparaît peu à peu, il commence à faire chaud et on se retrouve au bord de l'eau. Il y a pas mal de monde souvent le matin et on discute, c'est le moment de parler de technique, de parler matériel. Et ouais, non, c'est un mouvement où on se retrouve bien et c'est sympa. Il n'y a pas de belle prise, moi je dirais un poisson, un beau combat, c'est le mieux. Ouais. Un beau combat, c'est quand la truite prend du fil, quand elle veut pas se rendre, elle donne encore du gaz et c'est sympa. C'est quand on a vraiment une belle touche, ça part bien et on va la récupérer après doucement.
Et la pêche, ce n'est pas qu'en rivière, mais aussi sur l'un des plus beaux sites de notre département, le lac de Serre-Ponçon. Oui, bien sûr, on peut y pêcher toute l'année, excepté en janvier, la truite. Nous nous sommes rendus avec un pêcheur passionné sur le lac de Serre-Ponçon. On est monté sur un bateau, reportage. 13h, c'est sous un beau soleil dans un lieu magique des Hautes-Alpes, le lac de Serre-Ponçon, que Guillaume, passionné de pêche, va s'adonner à sa passion, la pêche au leurre, une pratique de précision. J'ai un sondeur qui me permet de voir un petit peu la profondeur, la température de l'eau. L'eau est à 6,9 degrés. Il y a 26 mètres de fond. Et en fait, ça me permet de localiser des bancs de poissons. Moi, je recherche plutôt des brochets. Les brochets, c'est des poissons, c'est des prédateurs, quoi, donc ils sont en fait sur les bancs de poissons. Souvent, ils sont aux abords, un peu comme des lions sur des gazelles, ils sont aux abords des bancs de perche. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de localiser des bancs de perche et des bancs de brème ou de gardon et de trouver les brochets et pêcher dessus. Une fois le brochet localisé, Guillaume sort ses ruses de pêche, des faux poissons qui vont attirer les vrais. Et de loin, on pourrait nous-mêmes s'y méprendre. Alors, un poisson, lui, mord vite à l'hameçon. La pêche au leurre, c'est en fait parce qu'on n'aime pas pêcher avec de la vraie nourriture, donc on va venir imiter la vraie nourriture, les vrais poissons, et on va leurrer le poisson. D'où son nom, la pêche au leurre. Hop, ça ressemble quand même. Et c'est parti pour des heures d'attente. Il faut être patient pour obtenir une prise. Il y a des jours sans et des jours avec. Et dans ce type de pêche, en cas de prise, le poisson est relâché, car c'est avant tout une passion. Moi, je pêche essentiellement du brochet, mais il y a possibilité de pêcher des perches, de la truite, de l'omble chevalier, des carpes, des brèmes, des chevennes, des gardons, des ablettes. Voilà. Et c'est un lac un peu mystérieux, mythique, dans lequel on entend toutes sortes de légendes. Comme quoi il y a des brochets de plus de 2 mètres, des sciures de plus de 3 mètres. Comme quoi le commandant Cousteau a dit qu'il fallait surtout pas s'y baigner parce qu'il y avait des très grands poissons et que lui ça lui avait fait peur. Alors tout ça bien sûr c'est des légendes, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En attendant, moi ce que je peux vous dire c'est que des brochets de 2 mètres ça n'existe pas, mais il y en a quand même ici qui font jusqu'à 1 mètre. Les records je crois qu'ils sont au-dessus d'1 mètre 30, 1 mètre 38 le plus gros. Alors ça fait rêver, on a envie d'attraper comme ça un poisson de plus d'1 mètre 30 et on passe des heures et des heures à le chercher ce poisson. Finalement, après 1 heure de pêche, Guillaume ne sortira aucun poisson, mais le calme, le paysage et le soleil auront suffi à passer un dimanche des plus agréables. Municipal maintenant avec Gap et Bernard Josso, candidat PS aux élections municipales. Il a présenté officiellement son programme hier et parmi les priorités, les transports, les logements sociaux, la propreté de la ville et les investissements. Le candidat est aussi farouchement opposé au projet de parking de Bonn et entend mettre en place la réforme sur les rythmes scolaires. Je vous propose tout de suite d'écouter Bernard Josso. En ce qui concerne notre programme, notre priorité c'est l'emploi. Créer de l'emploi à Gap, donc de l'activité, à la fois que les ressources propres de la ville de Gap puissent progresser en ayant un nombre plus important d'entreprises, d'activités et qui produisent pour aller chercher la richesse ailleurs que dans la poche seulement des Gapençais. Ensuite, c'est l'environnement, c'est la capacité à Gap de circuler, de se déplacer de manière beaucoup plus fluide. Et puis, la jeunesse est pour nous un véritable credo. Il faut que les jeunes Gapençais sachent qu'ils ont leur place dans leur ville, aussi bien pour la formation, pour l'emploi, mais également sur leur implication dans la vie culturelle et des loisirs sur la ville de Gap. Prenons maintenant la direction de Briançon avec Gérard Fromm, candidat à sa propre succession à la mairie de Briançon. Il a officiellement présenté sa liste, c'était vendredi, et on y retrouve Nicole Guérin, Maurice Dufour et Francine Dardenne. C'était donc vendredi, il a eu le soutien du député Joël Giraud. On se rendre compte aujourd'hui des pas qui ont été franchis en seulement 4 ans et demi par la municipalité sortante. Aujourd'hui, ce que je vois aussi, ce sont des gens unis. Des gens unis autour d'un programme, d'un projet, d'un homme, et Gérard, et ça fait plaisir. C'est pas parce que j'arrive de Gap où évidemment c'est un petit peu différent, mais ça fait plaisir de voir parce que quand on s'est rassemblés, on sait aussi aller de l'avant. Et je suis sûr que demain, cette ville, avec cette équipe qui va passer au premier tour,
Non seulement j'apporte tout mon soutien, mais également toute mon amitié à cette équipe, parce que je sais que demain, elle fera en sorte que Briançon redevienne ce qu'elle était, cette capitale des escarpins qui avait eu, je dirais, un passage un petit peu terni par des comportements qui n'étaient pas des comportements suffisamment démocratiques. Alors, en avant pour cette liste, et le 23 mars au soir, j'espère qu'on aura tous au champagne. Ouais! Allez, on ouvre notre page sport avec les résultats de ce week-end et du ski à Névache. Les championnats départementaux se sont tenus dans la vallée de la Clarée. En relais hommes, c'est le club de Serre-Chevalier qui s'est imposé devant Gap Bayard en 3e position. Une association Gap Bayard Champsor est arrivée donc en 3e position. Et puis en relais dames, le club de Valouise a trusté les 2 premières places. En 3e place, le duo Gap Bayard Champsor s'est imposé. En tennis, le fin de l'Open 05 de tennis, donc ce samedi après 3 semaines de compétition. Chez les hommes, c'est David Guès du tennis club de Marignane qui l'a emporté en battant Rémi Boutillier 5-7, 6-3, 6-1. Et puis chez les dames, c'est Gaëlle Despérier qui s'est imposée en venant à bout de Constance Sibylle. Et puis, la bonne nouvelle nous vient du Mexique avec Sébastien Ogier qui a remporté le rallye. Le Champsorin est désormais à la tête du championnat du monde des rallyes. On revient bien sûr plus tard sur toute l'actualité sportive avec le JT des sports d'Adrien Citeau. Et puis on termine cette édition avec une figure des Hautes-Alpes, l'alpiniste Lionel Daudet, qui est aussi écrivain. Il était à Gap pour présenter son livre « Le Tour de la France exactement » et Clara Lostis l'a rencontré. Une aventure, un voyage extraordinaire, c'est ce qu'a vécu pendant 15 mois Lionel Daudet. Le célèbre alpiniste de l'Argentière-l'ABC a fait le Tour de France à la seule force de ses bras et de ses jambes. Un voyage qui lui a permis d'écrire son livre « Le Tour de la France exactement ». Après plus de 5000 km parcourus, Lionel Daudet se souvient surtout des rencontres humaines que ce périple lui a permis de faire. Et c'est ce qu'il raconte dans son livre, un livre qui lui aussi a fait le tour de l'Hexagone. L'auteur a traversé les plateaux télé et était notamment sur France 2 ou France 3. Mais cette semaine, c'est chez lui dans les Hautes-Alpes qu'il est revenu. Il était en dédicace ce samedi à Gap, à la rencontre des gens, ceux qui l'affectionnent. Le livre, en plus, est non seulement un voyage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le défi sportif qui est raconté dans cette histoire, mais plus encore, je dirais, le côté un peu photographie de la France contemporaine. C'est-à-dire que voyageant un peu aux confins de la France, j'ai pu, je dirais, mesurer dans un temps qui était assez lent finalement, qui était celui du non motorisé, je dirais un peu toute la diversité qui fait la France. Et donc pour moi, ce voyage a aussi été l'occasion d'une espèce de photographie de la France, et ça a été un peu mon regard avec toute sa subjectivité de coups de gueule, d'émotions, de rencontres, parce que le voyage a été évidemment ponctué par énormément de rencontres et beaucoup d'humains qui se sont greffés finalement sur ce périple. Et Lionel Daudet n'en reste pas là. Un projet de film se concrétise en association avec la Cinémathèque d'images de montagne des Hautes-Alpes. Un film qui sera diffusé dans de nombreuses salles des Hautes-Alpes et de la France, bien sûr, à partir du mois d'avril. Et puis, on termine ce journal, comme chaque soir, avec notre page vacances, direction Vars. Qu'est-ce qu'il y a à faire après avoir fait toute la journée du ski? Eh bien, la réponse tout de suite avec Clara Lostis. Pour vos soirées en altitude, on fait un zoom sur les lieux incontournables de la station. Direction le restaurant Le Chaleureux. Pour y accéder, il faut prendre des navettes motoneige. Et en arrivant, c'est dans une ambiance de chalet que l'on peut déguster de vrais plats de montagne. Raclette, fondue, il y en a pour tous les goûts. Une ambiance recherchée et qui a du succès. Ici, on est à 2100 mètres d'altitude, donc au milieu des pistes, perdu au milieu de nulle part. Et on a essayé de créer une ambiance très conviviale, très chaleureuse. Que des spécialités de montagne, une carte bien soignée avec des produits de terroir. Voilà, c'est un peu notre image de marque. À partir de chez nous, on peut partir en luge, on peut partir à pied, on peut partir en ski. Le Chaleureux est devenu au fil du temps une institution à Vars, un restaurant que certains fréquentent tous les ans, ce qui crée forcément des liens avec les gérants et les employés, comme pour Dominique Legrand. Ça fait plusieurs années que je viens très régulièrement, à titre personnel et à titre privé. On fait des séminaires avec ma société et on est toujours très bien accueillis par Philippe, son équipe. Voilà, la nourriture est très bonne, on passe des très bons moments le soir, il y a le sauna, il y a
Il y a toujours une très très bonne ambiance. Et après dîner, il y a le bar Le Gruat de l'hôtel des Escondus, un des nombreux bars de Vars. Au lieu de la fête dans la station depuis 1962, ce bar-hôtel propose de folles soirées, une ambiance cosy et montagnarde mais surtout festive. Les touristes comme les Varsins viennent y faire la fête. Vous voilà à jour de toute l'actualité. Place maintenant à nos programmes et merci de nous avoir suivis. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr